Pendant des décennies, la chute des Mayas a été enseignée comme un mystère paisible, l'histoire d'une civilisation qui aurait simplement abandonné ses cités. Mais vers la fin de sa vie, l'archéologue qui avait façonné ce récit a commencé à en douter. Toute cette pierre serait recouverte de stuc. Elle serait peinte de couleurs vives, rouge, vert, bleu, jaune, de sorte qu'elle aurait l'air fantastique. Ce qu'il a découvert suggérait que l'effondrement n'avait rien d'élégant et que les mêmes forces pourraient encore être à l'œuvre aujourd'hui. L'ombre de Chichén Itzá. Dans les années 1920, Sylvanus Morley était le visage de l'archéologie américaine. Pour le grand public, c'était un érudit infatigable au fedora, documentant avec minutie les hiéroglyphes de Chichén Itzá et du grand terrain de jeu de balle. C'est lui qui persuada la Carnegie Institution d'investir des millions dans la jungle du Yucatan, transformant des monticules de calcaire envahis par la végétation en monuments majestueux. La version des Mayas que proposait Morley était poétique. Il les décrivait comme les Grecs du Nouveau Monde, une société pacifique et intellectuelle d'astronomes et de mathématiciens, passant leur nuit à suivre les mouvements de Vénus et leur journée à bâtir des cités en parfaite harmonie avec la nature. Dans les manuels de Morley, l'abandon soudain de ces villes autour de 900 après Jésus-Christ était présenté comme un mystère romantique. Il avançait que les Mayas s'étaient simplement lassés de leur environnement et avaient migré vers le nord pour recommencer ailleurs. Cette théorie, connue sous le nom de transition de l'Ancien Empire, permettait au monde de voir les Mayas comme un peuple mystique, presque surnaturel, au-dessus des violences désordonnées de l'histoire européenne. Mais alors même qu'il publiait ses idées, Morley était troublé par les preuves matérielles qu'il découvrait sur le terrain. Plus il fouillait, plus il rencontrait des traces de terre brûlée et des murs défensifs qui ne correspondaient pas à l'image d'une utopie paisible. La tension entre les paroles publiques du savant et ses observations privées s'intensifia avec l'âge. Il commença à comprendre que le mystère de l'effondrement maya n'en était pas un, c'était une conséquence. Au cours de ses voyages, il avait observé les mêmes schémas émerger dans le monde moderne, épuisement des ressources, manipulation politique. Avant de s'éteindre à 65 ans, les journaux intimes et les dernières lettres de Morley laissaient entrevoir une réalité bien plus sombre. Il avait compris que les Mayas n'avaient pas simplement quitté leur cité, ils les avaient consumés de l'intérieur jusqu'à les réduire en cendres. L'archéologue en costume. Pour comprendre la confession tardive de Morley, il faut se pencher sur la vie secrète qu'il mena pendant la Première Guerre mondiale. Alors qu'il se trouvait officiellement en Amérique centrale pour rechercher des ruines, il opérait en réalité sous le nom d'agent 56 pour l'Office of Naval Intelligence des États-Unis. Aux côtés d'autres archéologues comme Herbert Spinden, Morley cartographia chaque baie et chaque crique du Mexique au Costa Rica. Sa mission consistait à repérer d'éventuelles bases sous-marines allemandes susceptibles de menacer les routes maritimes américaines. Maître de la dissimulation, il utilisait sa réputation de savant comme une couverture idéale pour circuler dans des zones restreintes sans éveiller les soupçons. Cette période d'espionnage transforma profondément sa perception de l'organisation humaine. Il passa des années à analyser comment de petits groupes pouvaient dissimuler d'immenses infrastructures sous la canopée de la jungle. Il observa comment des gouvernements locaux d'Amérique centrale naissaient et s'effondraient sous le poids de la corruption et du contrôle de ressources limitées. En tant qu'agent, il avait appris à repérer la signature logistique d'une civilisation. Il comprit qu'aucune cité n'existe en vase clos. Chaque pyramide, chaque temple, chaque place nécessitait une chaîne d'approvisionnement massive en nourriture, en eau et en combustible. Lorsque la guerre prit fin et qu'il revint à l'archéologie à plein temps, il appliqua ce regard d'analyste à la civilisation maya. Il cessa de considérer les temples comme de simples œuvres d'art pour les voir comme le résultat d'un travail à l'échelle industrielle. Il entreprit de calculer le coût de la civilisation maya. Si le monde moderne se déchirait pour le charbon et l'acier, pourquoi les Mayas s'étaient-ils battus? La réponse se cachait dans l'enduit même qui faisait scintiller leur ville d'un blanc éclatant sous le soleil. L'apocalypse du plâtre. La prise de conscience la plus brutale de Morley, à la fin de sa carrière, concernait l'usage du plâtre de chaux. Pour les touristes visitant Chichén Itzá, les ruines de pierre grise paraissaient anciennes et naturelles. Pourtant, à leur apogée, ces cités étaient éclatantes, presque aveuglantes, recouvertes d'épaisses couches de plâtre blanc lisse et ornées de rouge et de bleu vibrant. Morley savait que la production de ce plâtre impliquait un sacrifice environnemental dont la science moderne commence seulement à mesurer l'ampleur.
Pour obtenir de la chaux, le calcaire doit être chauffé à plus de 815 degrés Celsius dans d'immenses fours. Le seul combustible dont disposèrent les Mayas était le bois. Des estimations factuelles suggèrent que pour produire suffisamment de plâtre pour un seul grand temple, les Mayas devaient raser et brûler environ 20 acres de forêt vierge. Multipliez cela par les milliers de structures présentes dans une cité comme Tikal ou Caracol, et l'impact environnemental devient vertigineux. En parcourant les vastes basses terres mayas, Morlaix comprit qu'il ne contemplait pas une jungle éternelle. Il observait un paysage qui avait été dénudé pendant des siècles. La déforestation entraîna une catastrophe en cascade que Morlaix commença à documenter dans ces dernières années. Privée de sa canopée, la région vit ses températures locales augmenter, tandis que les sols perdaient leur capacité à retenir l'humidité. Les Mayas, dépendant des pluies saisonnières stockées dans d'immenses réservoirs, se retrouvèrent piégés dans une sécheresse qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Il ne s'agissait pas d'un départ mystique, c'était une faillite écologique. Ce qui rendait leur ville splendide, ce plâtre blanc éclatant, était aussi ce qui scellait leur famine. Morlaix en percevait l'ironie. Plus les élites mayas cherchaient à afficher leur puissance par l'architecture, plus elles accéléraient leur propre chute. Les cités-forteresses. Le second pilier du dernier secret de Morlaix concernait la réalité de la guerre maya. Pendant la majeure partie de sa carrière, il avait minimisé l'existence de fortifications, préférant voir les Mayas comme un ensemble de cités-États unis par la culture. Pourtant, les preuves de violence étaient impossibles à ignorer. Dans la région du Petex Batoun, des archéologues ont plus tard découvert exactement ce que Morlaix redoutait. Des villes dont les habitants avaient littéralement arraché la pierre de leur propre temple pour ériger, dans l'urgence, des murs défensifs concentriques. Le mythe des Mayas pacifiques était une fiction commode que Morlaix avait contribué à maintenir afin d'assurer financement et intérêt du public. Mais la vérité qu'il voyait dans la terre racontait une histoire de guerre perpétuelle. À mesure que des ressources comme l'eau et les terres fertiles devenaient rares sous l'effet de la déforestation, les cités-États se sont retournées les unes contre les autres. C'était un jeu à somme nulle. Les inscriptions gravées sur les stèles, que Morlaix avait passé sa vie à déchiffrer, n'étaient pas seulement des calendriers, c'étaient des trophées de guerre. Elles relataient avec précision la capture, la torture et le sacrifice de rois rivaux. Ce changement de perspective transforma l'effondrement en une période terrifiante de désintégration sociale. Les villes ne se sont pas simplement éteintes. Les paysans, qui accomplissaient le travail épuisant de défricher les forêts et d'ériger des temples pour une élite incapable d'assurer eau ou protection, finirent par se soulever. Morlaix comprit que la civilisation maya ne s'était pas éteinte sous les coups d'un envahisseur extérieur. Elle s'était consumée lorsque le contrat social fut réduit en cendres par l'obsession de grandeur d'une élite confrontée à un environnement en train de mourir. L'aveu final. Dans les derniers mois de sa vie, le ton de Sylvanus Morlaix changea. Dans ses premiers travaux, il parlait des Mayas comme d'une humanité à part, lointaine et presque étrangère. Mais son expérience d'agent durant la Première Guerre mondiale, combinée à des décennies passées sur le terrain, le conduisit à une conclusion unique et troublante. Les Mayas étaient exactement comme nous. Une société sophistiquée, technologiquement avancée, convaincue d'être trop puissante pour échouer. Ils pensaient que leurs dieux, leur calendrier et leur ingénierie pouvaient contourner les lois fondamentales de la biologie et de la physique. Son aveu était un avertissement adressé au monde d'après-guerre. Il avait vu les ruines mayas et il avait vu les ruines de l'Europe après la Grande Guerre. Il comprenait que la distance entre une métropole florissante et un amas silencieux de pierres est bien plus courte que nous ne voulons l'admettre. Il commença à évoquer les Mayas non plus comme une énigme à résoudre, mais comme une leçon à méditer. Il avait compris que la vérité concernant les Sumériens, les Mayas et tous les autres géants déchus était la même. Lorsqu'une civilisation perd le lien avec les ressources qui la soutiennent, ni prière ni propagande ne peuvent la sauver. Le travail de Morlaix à Chichén Itzá demeure légendaire, mais son véritable héritage réside dans le virage vers l'archéologie des établissements. L'étude de la manière dont les gens ordinaires vivaient et mouraient, plutôt que la seule analyse des monuments des rois. Il a ouvert la voie aux technologies modernes comme le lidar, qui révèlent des dizaines de milliers de structures dissimulées, prouvant que les Mayas formaient une société à l'échelle industrielle. Il savait que la jungle ne reprenait pas simplement les ruines, elle dissimulait une scène de crime. L'avertissement.
Sylvanus Morley est mort à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, loin des jungles humides du Yucatan. Il laissait derrière lui un monde entrant à grande vitesse dans l'ère atomique, une nouvelle époque où l'autodestruction devenait possible à une échelle inédite. Son dernier secret tenait en une observation simple et obsédante. Une civilisation n'est aussi solide que son environnement et que son honnêteté. Lorsque vous brûlez vos forêts et que vous mentez à votre peuple sur la sécheresse qui s'annonce, la fin est déjà gravée dans la pierre. Nous contemplons les Mayas en nous demandant ce qui s'est passé, mais Morley nous inviterait à nous observer nous-mêmes. Les ruines du futur se construisent aujourd'hui. Si cette enquête sur les avertissements cachés de Morley vous a semblé précieuse, abonnez-vous pour d'autres explorations approfondies de l'histoire méconnue de notre monde. Selon vous, qu'est-ce qui a réellement mis fin à la civilisation maya? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rejoignez-nous la prochaine fois pour de nouvelles révélations.